résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bienvenue à nos éditeurs et auditrices, bienvenue Strasbourg. Vous êtes bien sur la RBS 91.9 et vous écoutez l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers de Strasbourg et d'ailleurs. Avec nous, Tata Marianne au micro avec moi. Bonjour Tata Marianne. Bonjour Nabou. Bonjour les auditeurs de Strasbourg d'ici et d'ailleurs. Alors Marianne, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en ce jour de fête des mères, c'est un sujet important. Et on va parler de la caisse, la fameuse caisse d'allocation familiale, la CAF. Avec un F comme famille. Beaucoup pensent que c'est un simple service public de l'État en proximité. Que l'on soit en famille, avec ou sans enfants, la CAF est en France, pour nos générations, un organisme incontournable. Elle fait partie de l'ensemble des structures qu'on appelle d'un seul mot la Sécu, la sécurité sociale. Mais la Sécu, en fait, c'est une galaxie d'organismes dont on va citer les principales. Il y a d'abord la Caisse d'assurance maladie, la CPAM, la Caisse primaire d'allocation maladie, la CNAF, donc dont font partie les CAF départementales, la Caisse nationale d'allocation familiale, mais il y a aussi la CARSAT, la Caisse de retraite, qui a plusieurs fois changé de nom, maintenant c'est la CARSAT. Il y a aussi la MDPH, la Maison du handicap, et il y a une myriade d'allocations et de prestations dont beaucoup sont gérées et servies par justement les caisses d'allocation familiale, les CAF, par département. Et à côté des revenus du travail reconnus par l'économie, des finances, les allocations sont attribuées de droit et à des millions de personnes en France, à divers titres, dont au départ la famille avec lors de la naissance de la Sécu en 1945 une double politique, sécurisation des travailleurs, donc avec notamment la retraite, la maladie, l'accident et l'accompagnement du baby-boom. Et pour développer ce sujet, Tata Marianne, qui est-ce qu'on a comme invité ? Eh bien, aujourd'hui, nous aurons avec nous à l'antenne Catherine Rothmorer, qui est une professionnelle de l'animation et de l'éducation populaire, n'est-ce pas Catherine ? Bonjour. Bonjour. Et d'autre part, une citoyenne engagée avec justement un mandat d'administratrice à la Caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin. Alors, bonjour à Catherine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de commencer avec elle, une petite pause musicale. Donc, aujourd'hui, c'est la fête des mamans et on va rendre hommage à toutes les mamans tout au long de notre émission d'aujourd'hui. Tout de suite, session d'assaut. Maman. D'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. De retour sur Strasbourg et d'ailleurs, émission du Conseil des résidents étrangers sur RBS 91.9. On ne le dira jamais assez. Avec nous à l'antenne, Catherine Rothmorer. Bonjour Catherine et bienvenue à l'antenne. Nous vous laissons vous présenter brièvement à nos auditeurs et à nos auditrices. Bien, bonjour, merci de m'accueillir avec vous aujourd'hui. Alors, je suis salariée d'une association familiale qui est le Conseil départemental des associations familiales laïques du Bas-Rhin. Et cette association est fédérée à l'Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin. Et c'est à ce titre en fait que j'interviens aujourd'hui puisque je suis également administratrice à l'UDAF. Alors l'UDAF, rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est une union qui fédère 39 associations familiales et qui représente environ 18 000 familles dans le département. Le but de l'UDAF, c'est répondre et défendre en fait les intérêts matériels et moraux des familles et bien de toutes les familles. En gros, en fait, l'UDAF a 3 objectifs principaux. C'est donner un avis, proposer des mesures conformes aux intérêts matériels et moraux des familles. Il s'agit de porter de revendications auprès des pouvoirs publics sur la situation des familles sur le territoire. C'est gérer des services aussi
d'intérêt familial, notamment des mesures de tutelle, et représenter les familles auprès des pouvoirs publics comme les CPAM, le CCAS ou alors la CAF. Et donc c'est à ce titre que j'interviens puisque j'ai un mandat de représentation à la CAF. Et comment est-ce qu'on devient administratrice donc et qu'on a ce mandat? Vous avez parlé de l'UDAF, c'est par ce biais-là. Vous pouvez préciser un petit peu comment on représente finalement les familles à la CAF, notamment la CAF 67, via cet organisme qui s'appelle l'Union départementale des associations familiales. Alors c'est mon association familiale, le GDAFAL 67, qui a proposé ma candidature à l'UDAF, qu'il a étudiée et qui m'a ensuite proposé comme représentante au CA de la CAF. Et donc nous avons constitué un groupe de plusieurs personnes pour avoir ce mandat à la CAF. En fait, pour être administratrice, il ne s'agit pas simplement d'être représentant, enfin, de faire partie d'une association familiale, mais il s'agit aussi d'avoir une sensibilité particulière aux thématiques familiales. C'était mon cas, puisque je suis très sensible au rapport, enfin, à tout ce qui est conciliation, vie familiale et vie professionnelle. On milite beaucoup sur l'accès aux vacances pour tous, l'accès aux droits pour tous, l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et ce sont des sujets qui sont traités au sein de la caisse d'allocation familiale et que nous défendons. Voilà, donc c'est à ce titre que j'ai été très intéressée pour avoir ce mandat. Il faut également savoir que pour être administratrice, en amont, il faut aussi se former, parce que c'est un organisme qui est assez complexe. Il faut s'informer, s'impliquer et également participer, notamment aux échanges, aux débats et aux prises de décision. D'accord. Alors, comment est composé le conseil d'administration de la CAF ? Alors, par rapport au conseil d'administration de la CAF, c'est vrai que quand on discute avec les personnes, on se rend compte que peu savent qu'il y a un conseil d'administration parce que, en fait, on pense CAF comme un outil pour servir des prestations sociales. Exactement. Alors, c'est ça, c'est une réalité. Mais il n'y a pas que des prestations. Il y a aussi un domaine qui s'appelle l'action sociale. Ces grandes lignes sont tirées nationalement, mais elles se déclinent au niveau local. Elles s'adaptent au territoire et se font dans chaque département. Donc, il existe une CAF dans chaque département. Et cette CAF, elle est donc pilotée par un conseil d'administration. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'un conseil d'administration CAF. Il est composé donc de plusieurs représentants. Alors, des représentants employeurs. Donc, il y a 8 personnes qui sont désignées par les organisations professionnelles. Comme le MEDEF. Les entreprises, en fait. Les entreprises, c'est ça. D'accord. Donc, il y a des représentants de salariés, 8 personnes également qui sont désignées par les organisations syndicales, et des représentants donc des familles, c'est 4 personnes désignées par l'UDAF. Dont vous. Dont moi, et 4 personnes qualifiées désignées par la préfecture. Donc, au total, le conseil d'administration de la CAF se compose de 24 membres et qui ont un mandat de 4 ans. 4 ans. Voilà. Merci. Et j'ai vraiment envie quand même de vous redemander, parce que ça te paraît tellement inhabituel et d'être un petit peu provocatrice, à quoi finalement sert ce conseil d'administration de la CAF dont vous faites partie, dont il y a quand même 28 membres. Vous avez parlé de l'action sociale, puisque les prestations, si j'ai bien compris, elles sont d'origine publique et gouvernementale et nationale, quoi. Ce sont des droits liés à la sécurité sociale. Mais l'action sociale, vous pouvez préciser un petit peu comment le conseil d'administration peut infléchir cette action sociale. Ça a l'air compliqué. Alors, pour expliquer un petit peu l'organisation globale de la CAF, on va partir d'abord du national vers le local. Donc, il y a d'abord un contexte national qui se traduit par la convention d'objectifs et de gestion. Elle est conclue par l'État et la CNAF pour une durée de 4 ans. Elle définit pour cette période leurs objectifs respectifs et les moyens qu'on va mettre sur la branche famille de la sécurité sociale pour les atteindre. Cette convention nationale, elle est déclinée après dans chaque CAF dans un contrat qui s'appelle contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion, donc qui lie
la CNAF et la CAF locale. Donc elle établit en référence au cadre national donc des engagements et la démarche de progrès de chaque CAF en fonction donc de ses réalités, de son contexte, et tout particulièrement par rapport aux qualités de service et les politiques d'action sociale. Voilà. Et donc c'est dans cette politique d'action sociale qu'on va un peu se démarquer d'une CAF à l'autre. D'accord. Alors, peut-être pour préciser, il y a des missions essentielles des CAF, qui est bien sûr celle d'aider les familles, mais également de réduire les inégalités sociales. On va dire que l'aide de la CAF, elle est apportée et elle s'exerce dans 4 domaines prioritaires. L'accompagnement des familles dans leur vie quotidienne, l'accueil du jeune enfant, l'accès au logement et la lutte contre la précarité. Voilà. Donc on va dire que ces priorités vont relever en fait d'une aide, de plusieurs aides d'ailleurs, qui vont se traduire par des prestations légales. Donc là c'est le cadre réglementaire national. Donc ce sont vraiment les aides directes versées aux familles sous forme de complément de revenus. Alors là, il y en a énormément, je crois qu'il y a une 20aine d'aides qui sont très complexes. Mais c'est vrai que les priorités des CAF, c'est d'abord l'accueil du jeune enfant. Donc il y a des exemples de prestations comme la prime à la naissance, l'allocation de base, l'allocation de soutien familial, l'allocation d'éducation de l'enfant. Il y a également des allocations à partir du 2e enfant, qui est l'allocation familiale, qui est l'une des plus connues. Mais également des familles nombreuses, comme le complément familial, ça peut parler à certains auditeurs. Il y a des allocations pour le logement, qui est aussi très utilisé, les APL. Et qui est très en discussion actuellement. Voilà. Allocation de logement familial, allocation de logement social, donc ça dépend vraiment de la situation des familles. Il y a des aides aussi pour les familles monoparentales, comme l'allocation de soutien familial. Mais il y a aussi des aides pour des personnes qui exercent une activité ou qui ont un salaire ou des ressources modestes, comme la prime d'activité et le revenu de solidarité active, le RSA, ou l'allocation aux adultes handicapés. Donc on a des aides pour les familles, également pour des individus. Bien sûr. Voilà. Alors, quelles sont les situations qui permettent à une personne de bénéficier des allocations, par exemple? Et une deuxième question peut-être, qui peut s'adresser à la CAF? Alors, les personnes en fait qui peuvent s'adresser à la CAF, ce sont des personnes en fait qui résident en France. Donc ça c'est important et qui doivent remplir certaines conditions. Et elle ne peut effectivement aider ces personnes que si elles sont ressortissantes de l'Union européenne ou qu'elles remplissent des conditions de droit au séjour. Ça, c'est important. S'il y a des personnes étrangères non ressortissantes de l'Union européenne, il faut fournir un titre de séjour en cours de validité, attestant que la personne est en situation régulière en France. Et si les enfants sont nés à l'étranger, ils doivent justifier également de leur entrée régulière en France. D'accord. Peut-être juste pour revenir sur l'action sociale, parce que j'avais énoncé les prestations légales. Justement, c'est notre action dans le cadre de l'action sociale qui va justement se démarquer par rapport à d'autres départements. Cette action sociale familiale, elle s'ajoute aux prestations familiales légales et s'adresse à l'ensemble des familles allocataires et plus particulièrement ceux qui rencontrent des difficultés financières et sociales. Et donc là, c'est nous qui définissons notre politique d'action sociale en attribuant par exemple des aides individuelles pour l'aide au départ en vacances, pour un déménagement, pour s'aider à s'équiper quand on arrive dans un logement, quand il y a des naissances multiples. Ou alors, on accorde des subventions à des partenaires pour développer des équipements destinés à l'accueil du jeune enfant. Donc ça va être des crèches, des centres sociaux, des centres de loisirs. Voilà. Je précise aussi que la caisse d'allocation familiale, elle a un statut de droit privé. C'est important. Les salariés ne sont pas fonctionnaires. Ils ont un contrat de droit privé, mais ils assurent une mission de service public. D'accord. Oui. Alors, peut-être ça va nous permettre de vous demander de nous dire un mot sur les représentants de l'UDAF au sein de la CAF et de leur qualité, par exemple. Est-ce que c'est des bénévoles? Est-ce que c'est, comme vous dites, des gens qui sont soumis à un droit spécifique?
Alors, en fait, les représentants familiaux de l'UDAF, déjà, ils sont tous issus d'une association familiale. D'accord. Alors oui, il faut, en tout cas, nous, on a cette règle, c'est qu'il faut être parent d'un enfant de moins de 25 ans. Ok. Voilà. Et on applique aussi une règle de parité, c'est-à-dire qu'on essaye de constituer des groupes. D'ailleurs, on n'essaye pas, il est fait, hein, donc avec autant d'hommes que de femmes. Voilà. Donc il y a sur les 4, il y a 2 hommes et 2 femmes. Également pour les suppléants, puisqu'on a 2 suppléants hommes et 2 suppléants femmes. Parité. Voilà, Parité. Parfait. Et est-ce qu'il existe des collèges au sein de la CAF ou au sein de votre structure? Alors c'est ce que je disais, en fait, c'est pas vraiment des collèges, c'est les représentants qui émanent en fait de différents de collèges employeurs, syndicats, familiaux ou des personnes qualifiées en fait. D'accord. Mais vous pouvez voter en fonction de vos représentants, en tant que représentant ou en tant que collège de représentants familiaux. Au niveau des votes à la CAF, c'est la majorité en fait qui emporte les voix en fait. Donc on vote avec une voix unique en fait, et pas collégialement, pas avec son collège. D'accord. Okay. Et qu'en est-il du RSA et qui s'occupe de l'instruction des dossiers du RSA? Alors, par rapport au RSA, ça a été aussi une grande révolution pour la CAF, puisque elle a dû effectivement instruire et s'occuper de ces aides qui sont très très importantes et qui ont monté l'activité des CAF. Alors, avant de déposer une demande, les personnes, elles sont invitées à faire une simulation sur le site de la CAF, qui est caf.fr, pour vérifier s'ils sont bien éligibles au RSA. Alors, soit si le test est négatif, on va dire la simulation montre qu'il n'y a pas d'éligibilité, on encourage les personnes à refaire cette simulation régulièrement parce que les conditions de ressources peuvent changer et peut-être qu'à un moment donné, d'un mois à l'autre, on peut avoir des droits ouverts. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'on fait une simulation une fois et qui est négative qu'il ne faut pas le refaire. Si la simulation montre que la personne est éligible au RSA, à ce moment-là, il faut effectivement faire une demande auprès d'un des organismes instructeurs, qui est soit la CAF, mais ça peut être aussi la mutuelle sociale agricole, ça peut être les centres communaux d'action sociale, le CCAS, Centre communal d'action sociale, et également le conseil départemental, qui peuvent aider après les personnes à faire leur dossier. Ok. Marianne, tu as peut-être une question ? Oui, moi je voudrais c'est plutôt Tata Marianne qui va réagir parce que évidemment le RSA il est installé dans le paysage des prestations pour les personnes en difficulté de recherche d'emploi et de travail ou de complément au travail mais c'est une prestation relativement récente puisqu'elle vient du revenu minimum garanti. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de variante. Et ensuite, je me souviens quand il a été créé il y a 10 ans, il se situait exactement à la jonction entre ce que disait Nabou au début. D'une part, tenir compte de l'économie par le travail et d'un autre côté, tenir compte quand même de ce qu'on appelle aujourd'hui un revenu minimum ou un revenu de base. Et le RSA se situe un peu entre les deux, ce qui rend les choses très, très compliquées. Je me souviens avoir eu une formation il y a 10 ans, il y avait 9 types de RSA. C'était très, très compliqué à comprendre. Et tout ce qu'on avait compris en tant qu'accompagnants familiaux, c'est que il fallait vérifier à chaque fois le montant des revenus déclarables pour le travail et que c'était un complément et pas un droit avec un montant fixe. Oui, mais c'est un peu la complexité en fait de toutes ces prestations. Quand c'est arrivé, je le disais en amont, les prestations CAF viennent en complément d'un revenu ou pour garantir un minimum de revenus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment adapté à chaque situation. Alors c'est pour ça que c'est très compliqué de dire telle ou telle personne a droit à tel montant, et ce qui complexifie énormément la tâche en fait des techniciens de la CAF, surtout en plus dans un cadre législatif qui change beaucoup.
Je crois qu'il y a eu des changements législatifs qui se sont succédés ces 3 dernières années. Et c'est pas simple. C'est pour ça que je le disais, il faut vraiment que les personnes, et c'est pas non plus quelque chose de facile, fassent des démarches régulières pour pouvoir ouvrir accès aux droits. D'accord. Alors, une dernière question peut-être avant de faire une petite pause musicale. Est-ce qu'il existe des commissions d'attribution des allocations au sein du CA, de la CAF, et qui peut y siéger? Alors, concernant les commissions d'attribution, donc je le reprécise, tout ce qui est prestations légales, il n'y a pas de commission d'attribution. C'est la personne qui va faire sa démarche auprès d'un technicien au siège de la CAF ou lors d'une permanence ou d'une agence CAF. Par contre, il y a des commissions spécifiques au sein de la caisse d'allocation familiale et qui sont tenues en fait par les administrateurs de la CAF. D'accord. Je donne des exemples. Oui. Il y a donc des commissions qui sont réglementaires et obligatoires au sein des CAF. C'est la commission de recours amiable. Donc ça, c'est une commission qui étudie les contestations et les demandes de remise de dette des allocataires. Donc là, elle se réunit tous les mois. Il y a également la commission des pénalités. Donc là, elle étudie les recours gracieux des allocataires contre des décisions de pénalité en cas de fraude, d'inexactitude ou lors de déclarations incomplètes. Donc cette commission, elle se réunit aussi à peu près une fois par mois. Et il y a une commission des marchés. Donc c'est une commission qui examine et étudie des offres d'attribution de marché. Donc ça concerne vraiment les achats qui doivent être effectués par les CAF. Là, on a un nouveau siège qui vient d'être construit. Donc c'est une commission qui s'est beaucoup réunie parce que il a fallu faire effectivement des achats importants en équipement, faire des travaux assez conséquents. Bien sûr. Et il y a également des commissions facultatives. Donc ça, c'est au choix de chaque CAF. Il y en a une qui est assez importante chez nous à la CAF du Bas-Rhin. C'est la commission sociale. Et donc dans cette commission, on va étudier les actions, les projets, les demandes de subventions de partenaires et qui relèvent de l'action sociale de la CAF. Et donc elle se réunit environ 5 fois par an. D'accord. Voilà. Ok. Marianne, est-ce que vous avez par exemple... Oui, moi j'ai bien envie de savoir, cette commission sociale, qu'est-ce qu'elle a fait de particulier récemment comme action sociale ici, pour les gens d'ici? Alors dans le département, nous menons une politique forte et innovante pour favoriser l'accueil des enfants en situation de handicap, donc par exemple chez les assistantes maternelles ou alors dans les établissements du jeune enfant, ça peut être crèche, multi-accueil, mais aussi dans les centres de loisirs. Donc on finance 2 centres de ressources par exemple pour faire un travail de sensibilisation, d'accompagnement des familles pour que ces enfants puissent aussi être regardés, avoir droit aux loisirs. Donc ça c'est une action forte de la CAF du Bas-Rhin. On a également renforcé et développé les places en crèche. On a créé 2000 places depuis 2013. Mais aussi, on a des démarches et une attention qualitative au niveau de ces places, en accompagnement les structures dans une démarche de qualité, en développement des partenariats avec des structures qui proposent des accueils à horaires atypiques, donc pour accueillir les enfants très tôt le matin quand les parents prennent des services vers 6h ou 7h, qui ont des horaires décalés, et des places de crèche spécifiques pour les parents qui sont en recherche d'emploi. Donc ça, c'est une action forte. On attribue également des aides aux jeunes qui veulent se former au BAFA, avec des aides même complémentaires pour ceux qui veulent se former au BAFA, avec une option accueil enfants en situation de handicap. On lance également des appels à projets auprès de partenaires pour développer des activités de loisirs en été pour les enfants et jeunes qui ne partent pas en vacances. Donc ça aussi, c'est une action forte du 67. On soutient les centres socioculturels, les associations familiales et d'éducation populaire, en développant des espaces de vie sociale, par exemple, et des espaces de vie sociale, ça aussi, pour des personnes qui sont dans les aires d'accueil des gens du voyage. Donc, c'est une spécificité. On soutient également la fonction parentale, en finançant l'accompagnement d'actions du réseau d'écoute d'appui d'accompagnement des parents, en finançant des actions d'accompagnement à la scolarité pour les enfants en difficulté scolaire et qui ont besoin à ce que les parents puissent aussi être accompagnés également. Des micro-projets aussi qui sont portés et initiés surtout par les parents. C'est un dispositif qui s'appelle Élancez-vous.
et des espaces de médiation familiale. Okay. Voilà, donc c'est des actions qui sont très vastes, très variées, sûr, mais ouais. qui contribuent aussi au service aux familles sur le département. Parfait, ouais. Donc merci Catherine pour ces informations. On va faire une petite pause musicale avant de revenir avec vous donc, sur cet entretien. Tout de suite, Louane, maman. Donc toujours pour rendre hommage à toutes les mamans du monde. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, vous écoutez encore et toujours donc De Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Nous sommes encore avec Catherine Rothmarer qui nous parle de la CAF aujourd'hui. Alors Catherine, comment se fait par exemple l'attribution du RSA et de l'APL et qui est habilité à intervenir dans le processus de décision? Alors, par rapport au RSA, je l'avais déjà, il me semble, un peu évoqué. Oui. Donc, c'est les conditions, en fait, c'est être résident. Est-ce qu'on peut prendre un cas précis, Oui. par exemple, un animateur d'éducation populaire qui travaille, mettons, 8 heures par semaine, qui touche à la fin du mois quelque chose comme 200 €. Comment ça se passe ? C'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, les situations sont tellement particulières, il faut s'adresser, faire cette simulation au sein du site internet caf.fr et vérifier l'éligibilité en fait à cette aide. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il va falloir en fait faire la demande directement auprès de la CAF ou les autres organismes que j'avais évoqués, comme le conseil départemental ou les CCAS ou MSA. Donc, il vaut mieux se faire aider par Les une techniciens professionnelle. CAF, tout à fait. Voilà, d'accord. Mais c'est possible à partir de tout petits salaires. Oui, quoi. le RSA, c'est ça, ou la prime d'activité, c'est des compléments de faible revenu. D'accord. Et pour l'APL qui est actuellement en discussion carrément politique, étant donné que le gouvernement vient de décider de la baisse de 5 € de cette allocation. Est-ce que les conseils d'administration des CAF en général, la CNAF ou ici dans le Bas-Rhin, vous avez pu adopter une position ou discuter de cette affaire-là officiellement, j'allais dire, dans le cadre du CA? Non, parce que ce sont des cadres réglementaires. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des changements de législation, là, par contre, le CA ne peut être qu'informé. D'accord. On peut quand même en discuter, on peut avoir un débat, avoir un avis, où là, il peut être très divergent de représentant à l'autre. Par contre, nous n'avons aucun pouvoir pour pouvoir changer certaines prestations. Ça, ce n'est pas possible. Il est arrivé, par exemple, que le CA quand même se positionne à travers des motions qui sont après transmis au national. Quand on estime que, par exemple, nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir travailler nos actions. Quand il y a eu justement le RSA qui a été confié au niveau de la gestion au CAF, ça a généré énormément de travail complémentaire sans forcément de moyens en plus, en face, en tout cas proportionné. Donc le conseil d'administration avait quand même fait une motion, a fait remonter effectivement ce fait. Alors il faut savoir qu'au sein du conseil d'administration, quand il y a débat, il y a toujours un compte-rendu. Et ce compte-rendu est toujours remonté à la CNAF, donc au national. Donc elle y a accès, mais on n'a pas nous pouvoir pour changer ça. Ce ne sont qu'au travers des unions départementales, des associations familiales qui ont une mission, là par contre, de revendication qu'on pourra peut-être faire changer les choses au niveau politique. Donc, vous avez dit que les caisses d'allocation familiale sont des associations. Elles peuvent déposer des motions après discussion, mais elles n'ont pas de pouvoir de plaidoyer directement auprès des pouvoirs publics. Non, on fait remonter les avis au national. En revanche, l'UDAF qui vous a nommé,
elle, en tant que représentant des familles Tout à fait. et des associations familiales, peut avoir une interpellation Beaucoup plus forte. en clair des communiqués de presse et donner son avis sur telle ou telle évolution de la politique publique en matière de caisse d'allocation familiale. C'est sa mission. D'accord. Ok. Alors, y a-t-il une différence de traitement ou de critères d'attribution de l'allocation aux étrangers ou aux personnes de nationalité européenne ou aux autres, par exemple? Quelqu'un qui travaille en Allemagne et habite en France, par exemple, comment ça se passe? Alors, pour prétendre aux prestations familiales, là je rebondis sur le statut des étrangers, il faut justifier d'un titre de séjour en cours de validité. Et en cas de regroupement familial, donc justifier que les enfants soient bien rentrés en France de façon régulière. Il ne s'agit pas d'avoir la nationalité française en fait. Parfois j'entends aussi des personnes qui disent je peux peut-être pas avoir de prestations parce que je ne suis pas français. Il faut justifier en fait de ce titre de séjour en fait. On est bien en situation régulière en France. Et le traitement du dossier de la personne est exactement les mêmes pour une personne qui a le statut d'étranger qu'une personne qui est de nationalité française. Ce sera la même attention portée au dossier. D'accord. Concernant les ressortissants communautaires, là par contre il y a un peu plus de justification. Alors par exemple quand les personnes sont actives, il faut qu'elles justifient d'un certain nombre d'heures de travail. Je crois que c'est 700 heures de travail par an par exemple, pour ouvrir des droits à prestations. Par contre, les personnes inactives doivent justifier de ressources suffisantes pour couvrir leurs besoins. Alors j'avais effectivement je me suis un peu renseignée auprès des techniciens, donc ils me disaient qu'un couple avec 2 enfants, par exemple, devait justifier d'à peu près 1157 € pour pouvoir ouvrir à prestations complémentaires. Et il faut justifier également d'une couverture maladie, ça c'est important. Alors à votre question aussi par rapport aux personnes qui résident en France et qui ont une activité en Allemagne. Donc, il y a également des conditions pour recevoir en priorité les allocations en France. Et en fonction des situations, il peut y avoir un droit à des compléments différentiels distribués par la caisse étrangère, donc la allemande en l'occurrence. Cette allocation est destinée à verser la différence entre les prestations familiales que la personne aurait perçues à l'étranger, si celle-ci est plus favorable, et ce que verse la CAF française. Voilà. Okay. Donc c'est intéressant. C'est bon à savoir ça. C'est toujours bon à savoir, tout à fait, oui. Ok. Et donc, qu'en est-il aussi pour les jeunes, pour les étudiants qui ne sont pas forcément avec des enfants, mais qui ont également besoin, par exemple, d'une allocation logement? Alors, les étudiants doivent justifier d'une inscription dans un établissement scolaire ou alors ils doivent justifier d'une formation. Et également, là c'est aussi important, d'une couverture maladie. D'accord. Ils doivent également justifier de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins, mais cette justification peut se faire par une attestation sur l'honneur. Ah oui. D'accord. Voilà. Okay. Par rapport aux étudiants, j'y reviens un petit peu. La CAF apporte quand même une attention particulière aussi à leur situation en ayant un partenariat fort avec le Crous afin d'alléger les démarches administratives. Donc il y a des campagnes d'information lors de rentrées universitaires, notamment via Facebook ou des chats en ligne sont assez utilisés par les jeunes pour justement les aider dans les démarches, mais ne pas hésiter aussi à s'informer auprès du Crous et de l'Agora. D'accord. Alors, à Strasbourg, la CAF a son siège et on aimerait bien savoir comment ça fonctionne. Et est-ce qu'il y a des spécificités locales, donc vu l'histoire de l'Alsace? Et vu le droit local Alsace-Moselle, est-ce que ça va avoir quelque chose? On parle tellement de ces spécialités. Voilà, parlant du fonctionnement et puis... Alors, la CAF a effectivement un nouveau siège à Strasbourg. Oui. Donc, elle était située rue de Berne. Et donc, elle est maintenant route de l'hôpital depuis 2017. D'accord. Alors, ce que je disais, concernant le fonctionnement de la CAF du Bas-Rhin,
le siège de la CAF situé route de l'Hôpital, on va dire, c'est le lieu central où les personnes vont pouvoir venir pour soit s'informer auprès des bornes en libre service. C'est aussi le lieu où on va prendre des rendez-vous. Pour avoir une information un peu plus importante sur sa situation. C'est aussi un lieu où les administrateurs se réunissent. Donc voilà. Il faut savoir aussi que dans le département, il y a d'autres agences CAF. Je crois qu'il y a Haguenau, entre autres Schiltigheim et Célestat. Et sont aussi disséminés sur le département des points numériques et des permanences aussi, parce qu'il n'y a pas que Strasbourg et on peut avoir des personnes qui ont des difficultés de mobilité. Donc il est important qu'on puisse développer des points d'accueil un peu partout sur le territoire du Bas-Rhin. Alors, est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique pour les personnes qui ne savent pas lire, par exemple, ou qui ont du mal avec l'écriture? Alors ça, c'est justement une question qui est dont les représentants des actions familiales veillent, parce que les démarches sont de plus en plus dématérialisées. Et ce n'est pas forcément simple quand on ne parle pas français, quand on ne lit pas le français, alors que, on va dire, c'est la première... on a perdu la vue avec la vieillesse ou qu'on a un peu oublié le français, tout en étant parfaitement français, mais avec le temps, quoi. Tout ce genre de situation font que ce n'est pas forcément simple de faire ces démarches. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup au sein du CA. On fait une veille un petit peu en disant attention, ayez une vigilance particulière aussi pour ces personnes. Donc au sein des accueils, il y a quand même des personnes qui sont là pour orienter les personnes quand elles arrivent au siège de la CAF, qui vont essayer de les aider au mieux. On peut avoir des associations aussi familiales qui font ces démarches-là avec les familles. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément très simple. Alors, je sais que la CAF, par exemple, fait des traductions en langue des signes pour les personnes qui sont malentendantes. Donc là, via vraiment des outils informatiques et vidéoconférences. Mais concernant le français, la dématérialisation peut être un frein et on est tout à fait conscient. Exactement, Voilà. Il y a d'autres canaux d'information comme le téléphone. Oui. Et également le courriel qui est de plus en plus utilisé. Alors c'est vrai qu'on invite beaucoup d'allocataires à se tourner vers ce type de vecteur de communication, qui est aussi utilisé, il ne faut pas se leurrer, mais l'accueil physique, nous on porte une attention particulière à ce qui est quand même cet accueil physique qui soit présent. Bien sûr. Voilà. Okay. Marianne ? Oui, je reviens à mes spécificités locales d'Alsace-Moselle. Finalement, il y en a ou il n'y en a pas au point de vue du fonctionnement de la CAF. Et deuxième question subsidiaire, puisque Catherine, vous avez dit que la CAF est une association, n'est pas donc directement un service public de l'État ou des territoires. Ce nouveau bel immeuble qui est dans le nouveau quartier central du Heiritz à Strasbourg, il appartient à qui alors ? Il appartient à la CAF. À la CAF. Donc la CAF a du patrimoine. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ça n'a rien d'Alsace-Moselle, ça. Non, en fait, on a eu des attributions du national qui nous a aidés à avoir les fonds nécessaires pour pouvoir construire ce nouveau siège. Et puis, il faut savoir qu'il y a quand même 249 000 personnes qui sont passées à cet accueil, donc il était vraiment urgent de pouvoir aussi offrir des locaux neufs et plus agréables aussi pour les familles. Voilà. Alors, concernant plus le département, peut-être pour montrer un peu le volume que ça représente sur le département du Bas-Rhin, on a recensé en 2017 à peu près 209 000 allocataires payés, ce qui n'est pas rien. Et ce sont des allocataires qui bénéficient au moins d'une prestation légale. Et ça fait à peu près 46% de la population barinoise qui est couverte par les prestations de la CAF. Voilà. Et il y a quand même une spécificité, mais qui n'est pas forcément qu'au niveau local. C'est un peu une spécificité qu'on est en train de vivre dans toutes les CAF en France. C'est le nombre d'allocataires sans enfants qui augmente de plus en plus. C'est une tendance lourde alors.
Exactement, puisque en fait, au niveau de leur proportion, hein, ça rassemble à peu près 48% des allocataires. Donc c'est vraiment un nouveau visage des allocataires en fait qui est en train de se former ce qui est aussi nouveau hein, pour la CAF. Et notamment il y a de plus en plus de jeunes. Ce sont des personnes en fait qui sont souvent isolées, donc on s'adapte aussi à ce nouveau type de public. D'accord. Alors, on va peut-être parler un peu de statistiques. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'allocataires qu'il y a au niveau de la CAF du Bas-Rhin? Je l'ai dit, 209 000 voilà, à peu 209 près. 000, Voilà. C'est bon de le redire. Ok. C'est ça. C'est énorme. Pour 1 million de résidents, d'accord. Est-ce qu'il y a un lien entre les calculs à faire pour l'impôt sur le revenu et la situation familiale par le biais du quotient familial? Oui, alors le quotient familial, c'est une notion que beaucoup de personnes doivent connaître. C'est important parce que ça va pouvoir définir aussi les aides qui pourront être attribuées. Alors c'est quoi le quotient familial? En fait, il sert à définir le niveau de vie d'un foyer par rapport au nombre de personnes qui la composent. Alors, il faut pas être trop technique, hein, mais il est vraiment calculé par rapport à ça. Et il est différent en fait du quotient familial utilisé par l'administration fiscale parce que le quotient familial de la CAF, il est utilisé de façon mensuelle en fait. Voilà. Et donc le quotient familial, il va déterminer l'attribution de certaines aides et notamment celles qui sont gérées au niveau départemental. Par exemple, pour certains, on va pouvoir débloquer des bons CAF en fonction du quotient familial, mais aussi des aides individuelles. La CAF, elle finance également des crèches, elle finance des accueils collectifs d'enfants. En contrepartie, ces accueils, ils doivent adapter leurs tarifs en fonction du quotient familial de la CAF. Pour que, justement, on fasse une meilleure accessibilité en fonction des revenus. Il y a des sortes de clauses sociales qui sont données. Alors, comme la CAF gère effectivement de nombreuses aides, elles possèdent chacune leurs conditions. Et ce n'est pas forcément le quotient familial qui rentre en compte, qui est en compte. Ce sera parfois des ressources, le revenu du foyer qui seront retenus. Mais ça concerne plus les prestations réglementaires et légales. D'accord. Donc, il y a les deux. Je retiens qu'il y a un quotient familial à la CAF qui n'est pas celui du fisc. Comme tout le monde est en train de déclarer ses impôts en ce moment, il est peut-être bon de le rappeler. Exact. Marianne, tu as une question? Et donc, j'avais encore une dernière question, mais peut-être que Catherine, vous y avez déjà répondu, mais je la repose quand même. En quoi le conseil d'administration, dont vous faites partie pour les représentants familiaux, en quoi ce conseil d'administration peut quand même intervenir, pour résumer, dans la politique d'application locale des droits et des prestations de droits et d'action sociale, puisque vous distinguez bien les deux? Est-ce que vous pouvez également intervenir concrètement, parce qu'il y a le droit, il y a la prestation calculée qui est accordée, puis après il y a la mise en œuvre concrète et réelle jusqu'à ce que la personne la touche. Donc il y a tout ce chemin pratico-pratique. Est-ce que le CA a une influence là-dedans? Alors, on parlait d'accès de places sociales, entre guillemets, pour accéder à des places en crèche. Ça, c'est une spécificité de la CAF du Bas-Rhin. Par exemple, les micro-crèches, on conditionne leur fonctionnement à condition qu'ils réservent à peu près 10% de places sociales dans leur établissement. Donc ça, c'est vraiment une application concrète qui a été décidée par le conseil d'administration de la CAF et que les gestionnaires qui veulent ouvrir une micro-crèche doivent suivre. D'accord. Donc c'est pour favoriser la mixité dans les crèches, Tout à fait. Et une clause sociale, vraiment 10%, C'est le minimum. Ils ont le droit de faire plus. Ah oui, ils peuvent faire plus. On les invite à faire plus. C'est bien. D'accord. Alors, une dernière question. Est-ce que la CAF 67 a la liberté de faire plus, mieux ou autrement pour sa mission générale de service public?
Alors moi j'ai envie de dire oui, on doit faire plus, c'est toujours mieux. Oui. Donc ça c'est toujours un équilibre à trouver entre les moyens que la Caisse nationale va nous octroyer, parce que ce sont des budgets qui sont contraints. Alors on peut pas aller au-delà de l'enveloppe qui nous est attribuée. Donc c'est l'enveloppe qu'on va appeler qui correspond à notre budget propre. Et à nous vraiment de mettre en place des actions qui développent au mieux les services aux familles sur le département. Et c'est vraiment la mission d'un représentant familial à la CAF. On parlait justement de place sociale. On a un gros travail à faire sur l'accueil des enfants en situation de handicap, où on est assez novateur au niveau du Bas-Rhin et nos expérimentations sont prises dans d'autres départements par exemple. Mais il y a également le départ en vacances pour les enfants et jeunes le départ, mais aussi des activités de loisirs qui soient le plus adaptées possible pour les vacances d'été, par exemple, pour les enfants qui partent pas en vacances. Ça, ce sont bien des appels à projets du département et que les administrateurs vont réfléchir et travailler pour que ça puisse se concrétiser. Et pareil pour les espaces de vie sociale qui sont voués à animer les dynamiques de territoire et de quartier. On accompagne justement ces espaces-là en vérifiant que il y ait une participation des familles, qu'il y ait une vraie plus-value aussi sur le terrain, qu'il y ait des créations en fait d'offres de services pour les familles. Donc ça, c'est nos missions d'administrateur à la CAF. Donc j'ai envie de dire oui, il faut toujours faire mieux au profit des familles qui au final sont les premiers bénéficiaires. Parfait. Marianne, ta dernière question? Ma dernière question, c'est finalement, est-ce que c'est bien d'avoir un conseil d'administration pour faire, si j'ai bien compris, en résumé, les pouvoirs du CA, vous pouvez quand même interpeller via l'UDAF, vous pouvez faire des propositions, ce que vous venez de dire Catherine, vous faites aussi un peu de contrôle de gestion pour que la CAF n'ait pas de dérive, on en a entendu parler dans d'autres départements, et enfin l'expression et l'information des usagers. C'est tout ça à la fois. Alors c'est vrai que par rapport, je rebondis sur le contrôle de gestion, ce n'est pas confié aux administrateurs de la CAF, puisque là, c'est vraiment la mission du directeur et puis de ses équipes qui doivent s'assurer que là, par contre, les moyens pour les prestations légales soient bien utilisés, qu'il y ait une bonne gestion de fonctionnement aussi des CAF. Et c'est vrai qu'il y a une politique aussi de contrôle, c'est clair. Et donc, pour justement vérifier que l'argent public soit bien utilisé aussi et que les personnes qui touchent les prestations rentrent bien aussi dans les conditions et dans les cases. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de polémiques, ou en tout cas, de temps en temps, on entend, mais oui, mais la fraude, c'est quelque chose qui peut être mal vécu, surtout quand on a des personnes qui peuvent se tromper et qui sont considérées comme fraudeurs, quand il s'agit de répondre les déclarations trimestrielles de ressources. Ouais. Donc on essaye aussi de faire un peu de prévention, de la pédagogie pour éviter ce genre de situation. Mais c'est un travail vraiment d'information qui est important. L'avis, on le donne et les décisions, il faut en prendre. Exact. Merci beaucoup. Alors, Catherine, moi, je voudrais dire simplement que depuis le temps où ma maman, dans les années 50-60, elle envoyait ses belles lettres longues à la CAF, Caisse d'allocation familiale rue de Soleure, les temps ont bien changé puisque maintenant, il y a des jeunes et des personnes plus âgées et à qui en profitent. Ouais. Merci beaucoup, Merci Catherine, d'avoir été avec nous. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère que ça a beaucoup aidé nos auditrices et auditeurs d'en apprendre davantage sur les allocations et les rôles et missions de la CAF. Donc, merci beaucoup, Marie-Catherine. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Tout de suite, Afrique Hebdo.